Bonjour, bonsoir à toutes et tous, c'est Elsker pour ce deuxième épisode sur le référendum. La dernière fois on s'était demandé est-ce que le référendum est en contradiction avec le mandat représentatif. Aujourd'hui on va se demander sur quoi doit porter un référendum, pour quel domaine, dans cet épisode 43 de Parlons Constitution, allez générique. Donc quelques rappels bien évidemment pour repartir sur de bonnes bases. Alors d'abord on va voir les différents référendums d'initiative citoyenne et référendums d'initiative citoyenne active qu'on a déjà prévus et discutés lors de cette série. Jusqu'à maintenant j'ai déjà prévu des différents RIC. Le premier c'est la procédure de révision fondamentale, donc à l'épisode 17, avec une majorité qualifiée du peuple majeur. Le second, c'était, quand on a parlé à l'épisode 21 de la commission du test de l'intérêt pour le politique, j'avais dit qu'il fallait, selon moi, pour cette commission, elle puisse être dissoute par un RIC, et que les questions du test de l'intérêt pour le politique puissent être abrogées par un RICA, donc référendum d'initiative citoyenne active. Pour la différence entre référendum d'initiative citoyenne et référendum d'initiative citoyenne active, en fait, c'est par rapport à cette notion de citoyenneté passive et de citoyenneté active qu'on a vu dans les épisodes sur la citoyenneté, puisque pour moi, il doit y avoir des citoyens actifs et des citoyens passifs, mais je ne vais pas détailler ici, c'est en fonction, en fait, du test de l'intérêt pour la politique, de la réussite à ce test qui permet de prouver, de montrer que le citoyen a un intérêt pour la politique et donc des connaissances minimales dans ce qui est la vie politique et la culture générale en matière politique. Mais ce n'est pas le sujet, d'autres RIC qu'on avait évoqués, là c'est pas un RIC exactement, c'est plutôt par rapport à la procédure d'élaboration de la loi qu'on a vu à l'épisode 26, j'avais dit qu'il fallait selon moi une possibilité d'initiative et d'amendement citoyen. Les citoyens ne décident pas la loi, mais en tout cas ils peuvent en être à l'initiative, donc déposer des propositions de loi citoyennes, ou des amendements aussi sur les lois qui sont en cours de discussion. Enfin, dernière chose qu'on avait vue pour le président de la République, à l'épisode 29 surtout, on avait prévu un RIC révocatoire, c'est-à-dire que le président de la République est élu par tous les citoyens, et il peut être révoqué par tous les citoyens via un référendum d'initiative citoyenne. Bon, maintenant qu'on a ça en tête, on a déjà un peu mon avis sur quel domaine, sur quoi doivent porter les différents référendums. Mais ce n'est pas forcément tout, et on va donc en discuter un peu plus profondément dans cet épisode, mais pour terminer ces rappels, on va rappeler bien sûr ce qu'on a vu dans l'épisode précédent, c'est-à-dire la conciliation du référendum, selon moi, donc c'est ce que je propose dans cette série qui est, je le rappelle, ma vision politique dans le domaine constitutionnel. Et donc j'avais proposé une conciliation du référendum avec le mandat représentatif, avec la souveraineté nationale. Comment? En expliquant déjà d'un point de vue théorique que la nation, même si elle reste souveraine, elle délègue différents rôles et pouvoirs au peuple, parlement, etc., etc. C'est la nation qui reste souveraine, toujours dans ma vision politique constitutionnelle, mais comme la nation est une entité abstraite, elle ne peut pas exercer sa souveraineté elle-même, et donc elle délègue différents rôles et pouvoirs à différentes personnes et différentes institutions, le peuple, le parlement, le gouvernement, etc., etc. Et dans ce cadre-là, certains pouvoirs, certains rôles peuvent être exercés par l'outil, c'est un outil, qu'est le référendum. Donc le référendum, par contre, doit répondre à ces conditions. Il faut éviter que le peuple et le parlement se marchent dessus ou puissent inverser la décision de l'autre. En fait, c'est pour éviter que le peuple ait l'impression d'être souverain et que le parlement ait l'impression de devoir rendre des comptes au peuple. On évite que le Parlement et le peuple se marchent dessus, c'est-à-dire que leur rôle soit trop partagé, que les pouvoirs de l'un puissent agir sur les pouvoirs de l'autre, par exemple un référendum qui pourrait annuler une voix votée par le Parlement, ou le Parlement qui décide d'aller contre un référendum, donc contre une décision du peuple. On essaie d'éviter à tout prix ça parce que ça nuit à la confiance envers les institutions, ça nuit à la clarté aussi des institutions, des pouvoirs, des rôles de chacun, donc à la confiance aussi du peuple envers la Constitution. Et ce n'est pas ce qu'on souhaite pour que la Constitution reste le plus longtemps en vigueur, puisque le but d'une Constitution c'est qu'elle soit bonne et qu'elle puisse rester en vigueur longtemps. Et pour les mêmes raisons, on évite des référendums non décisoires. On évite les référendums qui ne sont que des consultations, ou si on fait ce genre de référendum, on les appelle consultations et non référendums. Le choix des termes permet d'éviter que le peuple se méprenne. Ça permet d'éviter que le peuple croit qu'il a
un pouvoir de décision, alors que non, il n'a qu'un pouvoir de consultation, il n'a qu'un pouvoir de conseil dans les consultations, il ne vient que donner son avis. Donc on évite d'utiliser le terme référendum quand on parle de consultation. Quand c'est pas décisoire, on parle de consultation. Quand c'est décisoire, on parle de référendum. Je sais bien que le mot référendum ne veut pas forcément dire que c'est décisoire, que le référendum doit ensuite être suivi. Quand je veux dire suivi, je veux dire dans la pratique, que les institutions s'en emparent, que les personnalités politiques, le gouvernement, le parlement, peu importe, rendent effective la décision. Bref, c'est ce qu'on avait vu à l'épisode précédent. Maintenant, on va passer à cet épisode-là où on va discuter des différents domaines, de sur quoi peut porter le référendum selon moi. Mais je vais avoir besoin de vous. Je vais avoir besoin de vous car j'ai peut-être oublié certains domaines dans cet épisode. Alors n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous voyez d'autres types, d'autres domaines de référendum. J'ai essayé de les classer selon des grands types et de parler de façon assez générale pour parler d'un peu tous les types de référendum, mais j'en ai possiblement oublié, et si j'en ai oublié, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires, ça me permettra à moi de répondre à ces commentaires, de mettre certaines réponses en commentaire épinglé, de mettre à jour la description pour essayer de compléter réellement cette vision politique sur le référendum dans cette série dans Parlons Constitution. Donc vraiment, n'hésitez pas, c'est très important, si vous voyez des choses que je n'ai pas répondu, n'hésitez surtout pas à poser des questions. Vous pouvez le faire dans les commentaires, bien sûr, c'est mieux, parce que c'est en lien directement avec l'épisode. Mais si vous voulez en discuter plus profondément, n'hésitez pas à aller voir sur le Discord d'Epistos Kratos. Bien, donc commençons réellement cet épisode, après presque 10 minutes, un peu moins. Avec le montage, ça fait quoi, 5-10 minutes, bon, peu importe. Commençons enfin cet épisode avec ce premier type de référendum, les référendums négatifs, c'est-à-dire les référendums qui ne sont pas des décisions, mais qui sont des contres. Je t'en parle là qu'il ne crée pas quelque chose, mais plutôt il retire quelque chose de l'ordre juridique, du système juridique. Ce sont les référendums abrogatifs et révocatoires. Commençons d'abord par les référendums abrogatifs. Qu'est-ce qu'un référendum abrogatif? C'est un référendum qui vient abroger une décision, qui vient la retirer de l'ordre juridique, qui vient dire qu'elle n'est plus valide. Pour des raisons de sécurité juridique, elle reste valide dans le passé, parce que sinon il faut rembourser, réparer ce qui a été fait au nom de cette décision-là qui vient d'être annulée, bon bref. On n'est pas ici sur de l'annulation, on est sur de l'abrogation, c'est pas exactement la même chose. On vient retirer la loi par exemple, ou retirer une décision, la retirer de l'ordre juridique pour qu'elle ne s'applique plus, qu'elle ne soit plus en vigueur. Donc est-ce que pour moi il doit y avoir des référendums abrogatifs? Ma réponse c'est non. Pourquoi? Alors, ce qui est le plus important bien sûr, c'est la justification. Pourquoi? Car le peuple n'a pas le pouvoir de décision exécutive, judiciaire ou législative. Il ne doit pas avoir ce rôle, ce pouvoir de décision-là. Pourquoi? Encore une fois, parce que pour déjà le pouvoir législatif, c'est l'importance du débat. Quand on a un référendum abrogatif, il y a des débats bien sûr entre des personnalités politiques à la télé, entre des citoyens à la télé, entre des familles, au sein des familles, mais il n'y a pas de débat réellement obligatoire, il n'y a pas de débat au sein d'une assemblée, les citoyens peuvent réfléchir uniquement le jour du référendum. Bref, ça ne convient pas trop à cette idée de décision qui a été mûrement réfléchie et débattue au sein d'une assemblée notamment. On peut pas faire débattre obligatoirement toute une population, et donc pour moi, le peuple ne doit pas avoir le pouvoir de décision législative. Aussi c'est car il y a une importance de l'expertise. Alors, cette idée d'expertise, ça va un peu contre l'idée que chaque citoyen peut devenir législateur, peut devenir parlementaire, peut devenir député, ou sage, peu importe. Mais en réalité, cette notion d'expertise, elle vient avec l'expérience aussi. Et donc, même si au début d'un mandat, un nouveau député n'a pas forcément toutes les compétences, n'a pas forcément toute l'expertise, en fait, il va étudier le dossier avec ses collaborateurs et va gagner une certaine expertise, une certaine expérience sur les domaines qui le concernent, et en discutant aussi tous les jours avec les autres députés, va vraiment s'intéresser au sujet. Et donc le débat sera meilleur, puisqu'il y aura une certaine expertise, une certaine connaissance, une certaine étude des sujets qui sont traités. Ce que le peuple ne peut malheureusement pas faire. Ou en tout cas, il pourrait le faire, mais il faudrait qu'il le fasse de son propre chef, ce qui est très peu probable, vous vous en doutez. Aussi, pourquoi pas le pouvoir de décision exécutive? Eh bien, pour plusieurs raisons, bien sûr pour l'expertise, mais aussi parce que les décisions du pouvoir exécutif ont un impératif, c'est d'être assez fort, parce que quand c'est des décisions, par exemple, d'ordre sécuritaire, j'entends par là tout ce qui est décision de police ou décision militaire, évidemment, le peuple ne doit pas pouvoir intervenir pour dire « non, 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 je ne veux pas que la police soit dans tel quartier, alors que pourrait y avoir des raisons. » Donc ça nuit à la force des décisions du pouvoir exécutif, ça nuit aussi à la rapidité et à la sécurité du pouvoir exécutif. Je veux dire par là que le pouvoir exécutif doit pouvoir agir vite et fort, sans craindre que ces décisions soient ensuite abrogées par le peuple.
Il y a bien sûr d'autres contrôles qui s'exercent, des contrôles juridictionnels, juges administratifs contrôlent notamment. Mais ce sont des professionnels qui le font, pas le peuple lui-même. Donc c'est pour ça que pour moi, un référendum abrogatif dans ces matières, c'est vraiment assez compliqué et vraiment pas une bonne idée selon moi. Pareil pour le côté judiciaire. Les juges ont un impératif, différents principes, il y a différents principes de justice, la neutralité, l'indépendance. Si le peuple peut venir annuler une décision de justice, abroger une décision de justice parce que ça ne lui convient pas, la justice n'est plus réellement la justice puisque le peuple ne va pas étudier le dossier en profondeur, n'est pas un professionnel du droit, et le peuple en fait va surtout se prononcer via un référendum en fonction, disons, de ses feelings, de ses émotions, de comment il ressent, bref, c'est de l'opinion publique, ce n'est pas de la justice. Donc voici pourquoi, pour moi, il ne doit pas y avoir de référendum abrogatif. À l'exception, bien sûr, d'un type de référendum abrogatif qu'on a déjà vu, qu'on a rappelé au début de cet épisode, il s'agit bien sûr des questions du test de l'intérêt pour le politique, qui concernent directement la citoyenneté, l'exercice de la citoyenneté, donc les citoyens, et ceux qui peuvent l'abroger sont bien sûr les citoyens actifs et non tous les citoyens. Pourquoi ? Parce que ils ont un intérêt pour le politique qui fait qu'ils ont des connaissances, suffisamment de culture générale pour se prononcer sur les questions du test qu'ils ont déjà passé eux-mêmes. Vous voyez l'idée, je pense ? Si vous ne voyez pas, n'hésitez pas, des questions dans les commentaires. Est-ce que vous comprenez cette idée-là ? C'est que les citoyens actifs connaissent déjà, ont une certaine culture générale, une certaine connaissance politique, et donc vont pouvoir se prononcer sur les questions et dire celle-ci ne me convient pas pour différentes raisons. Les citoyens actifs peuvent très bien dire que une des questions qui a été ajoutée au test de l'intérêt pour le politique par la commission ne convient pas en termes de neutralité. C'est peut-être une question qui est orientée politiquement, et ça, on évite bien sûr. Bref, c'était pour les référendums abrogatifs. Pour les référendums révocatoires, comme son nom l'indique, je pense que vous savez ce que ça veut dire. Qu'est-ce que veut dire révocatoire ? Ça veut dire révoquer un élu, ça veut dire le renvoyer. Pour moi, il ne doit pas y avoir de référendum révocatoire, hormis pour le président de la République et la commission du test de l'intérêt pour le politique, donc c'est un RIC. Donc aux épisodes 29 et 21, on a déjà rappelé. Pourquoi ? Parce que la commission du test de l'intérêt politique crée le test de l'intérêt pour le politique, le renouvelle les questions qu'il y a dedans, renouvelle les réponses, et donc comme c'est l'organe qui définit la citoyenneté en quelque sorte, la citoyenneté active, les citoyens peuvent révoquer la commission parce qu'elle prendra des décisions qui sont tyranniques, qui ne conviennent pas, qui ne sont pas, justifiées pour le test de l'intérêt pour le politique, et qui viennent restreindre les possibilités de citoyenneté en posant des problèmes de neutralité ou des questions qui sont beaucoup trop difficiles, beaucoup trop pointues, comme par exemple des questions qui ne concernent pas réellement la politique, mais qui concernent, des questions générales sur la physique quantique. Bon, si la commission fait ce genre de choses, on peut justifier qu'elle puisse être révoquée par l'ensemble des citoyens via un RIC. Quand je dis par l'ensemble des citoyens, par la majorité des citoyens, les conditions de majorité ont été définies, je crois, déjà dans l'épisode 21. Dans l'épisode 29, donc pour le président de la République, pourquoi le président de la République peut être révoqué et pas les autres élus, pourquoi pas les parlementaires, qui sont élus par les citoyens actifs, pourquoi eux ne peuvent pas être révoqués ? On va le voir juste après, mais pour le président de la République, pourquoi lui il peut ? Car il est représentant de la nation en tant qu'arbitre et gardien, disons, de la sécurité, de la stabilité de la Constitution. Bref, il a plusieurs rôles. Comme il est élu directement par les citoyens, il peut être révoqué. Déjà, il n'a pas un rôle extrêmement important, quoique c'est quand même un rôle d'arbitre, de clé de voûte, en fait, de cette Constitution, en quelque sorte. Et cette possibilité de contrôle de la population complète des citoyens sur lui via un RIC révocatoire, ça permet une plus grande confiance du peuple envers les institutions, et ça permet en quelque sorte d'avoir une personne au sein des institutions qui est là pour protéger la population, pour protéger les citoyens et la démocratie. Alors pourquoi pas le Parlement ? Pourquoi pas le gouvernement ? Eh bien, j'ai déjà dit non. Non, pourquoi ? Déjà parce que le Parlement est élu à intervalles réguliers, donc il est renouvelé assez fréquemment. Bon, c'est une des raisons, mais ce n'est pas la seule, parce que sinon, le président de la République aussi ne pourrait pas être révoqué via un référendum d'initiative citoyenne. En fait, l'autre raison, c'est pour éviter un mandat impératif. Si on peut révoquer les députés, alors c'est comme si les députés avaient un mandat impératif. Et pareil pour les sages. Pourquoi ? Parce que s'ils peuvent être révoqués, le peuple peut exercer une pression sur leur mandat en cours de mandat. Les députés ou les sages alors, bref les parlementaires, vont du coup essayer de contenter leur électorat.
plutôt que de réfléchir, que de débattre et que d'essayer de prendre des décisions selon la volonté générale de la nation, en fait selon ce qu'ils pensent être bien pour la nation. Et là on retombe sur de la souveraineté populaire et non de la souveraineté nationale, puisqu'ils vont commencer à représenter les citoyens, à représenter le peuple, plutôt que la nation. Et pour moi ce n'est pas une bonne chose. Alors, pourquoi le gouvernement ne peut pas être révoqué non plus? Alors, le gouvernement, déjà, c'est parce qu'il est choisi par le président de la République. Alors, pas le gouvernement directement, mais les directeurs. C'est déjà pas mal. Ce sont quand même eux qui sont les chefs du gouvernement. Donc, ils ne peuvent pas être révoqués parce qu'il y a déjà une pression qui s'exerce sur le président de la République. Et plus de pression n'est pas nécessaire. Le gouvernement doit pouvoir rester un organe fort, une institution forte qui ne subit pas de pression de la part du peuple. Pour les mêmes raisons qu'évoquées avant pour le référendum abrogatif en matière de décision exécutive. Donc je vais pas me répéter, on continue, on avance. Aussi c'est pour limiter l'instabilité, car si le peuple peut renverser un gouvernement, ça risque de se faire assez fréquemment. Déjà que l'Assemblée nationale peut renverser le gouvernement si le président de la République l'accepte, si le peuple le peut aussi via un RIC, ou via un RICA, peu importe, ça risque de créer encore plus d'instabilité qu'il n'y en a déjà au niveau du gouvernement, puisque les ministres ont tendance à ne pas rester 10, 15, 20 ans, ils restent plutôt quelques années, tout au plus, parfois quelques mois, quand c'est des périodes de difficulté. Donc pour éviter cette instabilité qui peut nuire au niveau international, ou même au niveau national, aux décisions, à leur fiabilité, à leur confiance, et à la clarté vraiment de la vision politique qui est, disons, la politique de la nation en soi, c'est la clarté de la politique de la nation, cette instabilité n'est pas une très bonne chose. Trop de stabilité non plus, puisque s'il y a trop de stabilité, on approche d'un régime plus autoritaire, et s'il y en a trop, on s'approche d'un régime inefficace. Donc on va éviter ce genre de choses en ne permettant pas les référendums révocatoires pour le gouvernement. Mais par contre, je ne suis pas contre la possibilité de demande par pétition. Bien sûr, ce sont des pétitions, elles ne sont pas tenues d'être suivies, elles ne lient pas les personnes qui reçoivent ces pétitions. Si le Parlement reçoit une pétition de la part du peuple pour le renversement du gouvernement, pour une motion de censure, le Parlement, l'Assemblée nationale écoute la pétition, lit la pétition, très bien, en débat sans doute, mais n'est pas obligé ensuite de faire une motion de censure, de voter une motion de censure pour renverser le gouvernement. Le peuple s'exprime directement par pétition, présente ses demandes, mais c'est une demande qui n'est pas une obligation. Bon, on continue maintenant les référendums positifs. Les référendums positifs, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est les référendums qui là sont vraiment des prises de décision, ce sont les référendums législatifs et constituants, donc ceux qui prennent des décisions en matière de loi ou de constitution. D'abord, les référendums législatifs. Alors, les référendums législatifs, on va essayer d'aller un peu plus vite. Pourquoi non? Car le peuple n'a pas le pouvoir législatif. Pourquoi? On est encore pour les mêmes raisons que pour mon refus du référendum abrogatif, pour le pouvoir législatif, c'est que ce n'était pas son rôle, et on a toujours le besoin, l'importance du débat. Donc on continue puisque j'ai déjà exprimé ma pensée là-dessus. Mais par contre, je ne suis pas contre les initiatives et amendements législatifs populaires. C'est ce qu'on a déjà dit dans l'épisode sur l'élaboration de la loi, qu'on a rappelé au début de cet épisode. Donc, référendum législatif, c'est fait. On voit donc que le peuple est une force de proposition, mais pas de décision en matière législative. Ce qui permet de rendre quand même un peu le peuple participant du pouvoir législatif, mais il n'est pas décisionnaire. Il peut participer via des initiatives, via des amendements législatifs, via des pétitions peut-être aussi, mais en tout cas, il n'a pas le pouvoir de décision. Passons maintenant au référendum constituant. Alors, pour moi, oui, il doit y en avoir déjà pour les droits fondamentaux. C'est ce qu'on avait vu à l'épisode 17 avec la procédure de révision fondamentale. Donc, pour rappel, le peuple va ainsi décider des droits fondamentaux qui vont ensuite garantir des libertés et des droits acquis par lui-même. C'est le peuple qui va décider ce qui le protège. Et la procédure de révision fondamentale est assez difficile pour que quand il y a des droits fondamentaux qui sont réellement votés, il soit aussi difficile de les retirer. Ce qui permet en fait de limiter l'effet de la tyrannie de la majorité. Ça limite, mais c'est pas une sécurité qui est absolue, c'est impossible d'avoir une sécurité absolue, à part de créer des droits fondamentaux qui ne puissent pas être changés par personne, mais ça c'est aussi dangereux, puisque si on s'est trompé sur les droits fondamentaux, s'ils posent problème, bref, vous voyez l'idée, il risque d'y avoir un renversement de la Constitution, en tout cas de ces droits fondamentaux, via une méthode plus violente, bref. Ce n'est pas la question, on en a déjà parlé un peu dans l'épisode 17, donc allez le voir pour plus de détails.
Alors, pour le reste de la Constitution, qu'est-ce qu'on fait pour les autres révisions constitutionnelles? Eh bien, à votre grand regret, je ne vais pas le dire maintenant. En fait, ça reste à définir. J'y réfléchis encore, j'ai déjà ma petite idée là-dessus, mais je n'ai pas encore pris de décision de parler en Constitution pour ça, puisqu'on aura des épisodes qui seront directement dédiés aux révisions constitutionnelles, à la procédure de révision constitutionnelle. Mais bon, je vais pas vous laisser sans rien, parce que si oui, ce serait uniquement par RICA. Pourquoi uniquement par référendum d'initiative citoyenne active? Parce qu'en fait, on a besoin de bonnes connaissances politiques, il faut une certaine culture générale, une certaine culture politique pour créer une constitution, pour réviser une constitution. Déjà parce que c'est le texte le plus important d'un pays, et aussi parce qu'il y a beaucoup de questions techniques qui ont des impacts, qui ont des effets sur toute la vie politique d'un pays. Donc, on verra bien, mais on en rediscutera quand on sera aux épisodes qui concernent la révision constitutionnelle, c'est-à-dire les épisodes 76 et 77, autant vous dire que c'est pas pour tout de suite. Donc voilà pour le référendum législatif et le référendum constituant, on va passer maintenant à d'autres types de référendums, donc là on a vu les principaux, maintenant on va parler des autres qui sont un peu moins, populaires, importants, qui ne sont pas nationaux en fait. J'entends par là les référendums locaux et les référendums que j'avais appelés avant supranationaux, mais ça ne veut rien dire. En fait, les référendums sur les questions supranationales, comme par exemple des référendums sur un traité entre des États ou sur l'Union européenne, voilà, ce genre de choses. Donc commençons d'abord par les référendums locaux. Est-ce que pour moi devrait y avoir des référendums locaux? Oui, et de façon plus active et citoyenne qu'aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, c'est surtout une initiative des élus. Et pour beaucoup de ces référendums, les élus locaux ne sont pas obligés ensuite de suivre ce qui a été décidé par référendum. Pour certaines choses, oui, et pour d'autres, ce ne sont que des consultations. Et on va éviter la confusion, même si je pense qu'il doit pouvoir y avoir des consultations aussi au niveau local, il doit aussi pouvoir y avoir des référendums locaux, et la différence réside dans le caractère décisoire du vote des citoyens. Donc oui, de façon plus active citoyenne qu'aujourd'hui, donc ce serait quoi? Majoritairement des RICA, donc des référendums d'initiative citoyenne active, ou des RIC, si ça concerne tous les citoyens. Donc bon, quand je dis ça, ça veut pas dire grand chose, mais c'est pour ce qui concerne la citoyenneté au niveau local, ou certaines questions très spécifiques. On pourrait avoir par exemple un référendum sur tous les citoyens, pour tous les citoyens au niveau local, mais plutôt commandé par les élus locaux, qui jugeraient en leur âme et conscience que ça concerne vraiment tous les citoyens de l'échelon local qui est sujet à ce référendum. Bref, il y a en tout cas un thème où ça doit toujours être par RIC, c'est pour des questions d'autonomie. C'est pas forcément de l'indépendance, mais c'est pour toute question d'autonomie par rapport à l'État national, donc d'autonomie territoriale, par exemple une commune, une région, un département qui souhaite plus d'autonomie pour quelque raison que ce soit, eh bien, il doit y avoir un référendum d'initiative citoyenne possible, même si la décision finale résidera plutôt au niveau national. Et ça, ensuite, c'est une discussion qui va s'opérer entre les citoyens au niveau local, entre les élus au niveau local, et entre la nation, entre le niveau, le gouvernement et le parlement, pour une décision d'autonomisation de certains territoires. Je ne suis pas pour plus d'autonomie, je pense qu'il faut mieux un État unitaire, mais je ne suis pas fermé, si certains peuples le souhaitent, à plus d'autonomie. Pour ça, pour ces questions-là, on en avait discuté au niveau de l'épisode 11. Autre chose, j'aimerais qu'il y ait plus d'initiatives populaires, donc en plus de celles des élus, d'où l'idée de RICA ou de RIC, donc d'initiatives citoyennes, actives ou non. Plutôt actives, pour la plupart des cas au niveau local, mais aussi parfois citoyens, pour des questions d'autonomie par exemple. Donc là c'est directement le peuple qui va demander la tenue d'un référendum. Quand je dis le peuple, ça veut dire les citoyens, je ne précise pas à chaque fois, je préfère dire le peuple, c'est plus général, c'est aussi une façon de parler qui me convient, même si en fait ce n'est pas tout le peuple, puisque ce n'est pas les enfants, ce n'est pas certaines personnes handicapées qui n'ont pas les capacités mentales qui sont en incapacité en fait d'exercer le droit de vote, ou pour certaines personnes qui n'ont plus le droit de vote de façon plus ou moins temporaire pour des raisons pénales. Bon, on avait parlé dans les épisodes sur la citoyenneté, je ne vais pas développer ici. Donc référendums locaux, oui, de façon plus active et citoyenne qu'aujourd'hui. Passons maintenant aux questions supranationales. Pour moi, en principe, c'est non. C'est non, les questions supranationales, c'est du ressort du pouvoir législatif. C'est du ressort essentiellement de l'Assemblée nationale. Sauf une exception, ou plusieurs exceptions qui sont possibles en fait, c'est s'il y a une organisation supranationale à laquelle
appartient à la France, bien sûr, hein, qui le prévoit. Donc si au sein de l'ONU c'est marqué qu'il faut un référendum pour telle question et que la France appartient à l'ONU, alors le référendum devra être mis en place. J'ai un exemple en particulier, c'est pour l'adhésion d'un nouvel État à l'Union Européenne, il y a la tenue d'un référendum en France. Et ça ne doit pas forcément changer. Donc il y a quelques exceptions qui sont possibles, mais en principe non. S'il n'y a pas de référendum, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de possibilité de consultation. Je pense qu'il faut être plus ouvert sur les possibilités de consultation, mais qu'il ne faut pas non plus en abuser, parce que trop de consultations, ça peut décourager les gens à aller justement voter pour ces consultations, à aller donner leurs avis, et ça peut être aussi un moyen de se décharger des décisions pour les élus ou le gouvernement qui ne voudraient pas, disons, prendre les décisions eux-mêmes, réfléchir par eux-mêmes et qui préféreraient utiliser l'opinion publique plutôt que leur tête et réfléchir, débattre, étudier les questions. Donc bref, je ne suis quand même pas non plus pour trop de consultations. C'est de toute façon toujours compliqué à doser cette relation entre le pouvoir en place et le peuple, puisque l'opinion publique a des avantages mais aussi de gros inconvénients, c'est que ce n'est pas forcément très réfléchi, et ce n'est pas car une décision a l'avis favorable de la majorité que c'est une bonne décision. La majorité n'a pas toujours raison, même si souvent elle donne quand même quelque chose d'intéressant sur ce que pensent les gens et sur ce que veulent les gens. Mais ce n'est pas car les gens veulent certaines choses qu'il faut leur donner. Hein. Bon, c'est assez compliqué, ce serait très intéressant d'en débattre, donc n'hésitez pas, encore une fois, sur Discord ou dans les commentaires pour aller débattre de tout ça. Et aussi, dans les commentaires, j'ai toujours besoin de vous, car là, on arrive à la fin de l'épisode, et j'ai peut-être oublié certains domaines, certains types de référendums, donc n'hésitez pas à le dire dans les commentaires juste en dessous de la vidéo pour qu'on puisse en discuter et que je puisse m'expliquer, réfléchir à ces questions, donner mon avis, puisque c'est pour ça que je le fais principalement, hein, pour ça que je le fais Parlons Constitution. Donc concluons avec un résumé en tableau. Alors c'est un peu moche comme ça bien sûr, mais ça permet vraiment de tout bien classer et de voir tous les arguments, tous les points qu'on a vus de façon bien rangée, bien droite, et si on y regarde d'un peu plus près, on comprend très bien tout ce qu'on a décidé dans cet épisode, enfin tout ce que j'ai décidé dans cet épisode pour cette série, pour Parlons Constitution et pour ma vision politique dans le domaine constitutionnel. Donc référendum négatif, on a les abrogatifs et révocatoires, référendum positif, législatif, constituant, les autres référendums, les locaux et sur les questions supranationales. Donc qu'est-ce que j'ai décidé pour les référendums négatifs et pour les référendums abrogatifs en particulier? Pour moi c'est non, car le peuple ne peut pas contredire les juges, le gouvernement ou le parlement pour différentes raisons, la force des décisions exécutives, la neutralité, l'expertise, l'importance du débat et de l'étude des sujets, bref on l'a vu dans cet épisode. Sauf pour les questions du test de l'intérêt pour le politique qui peuvent être abrogées via un référendum d'initiative citoyenne active tel qu'on l'a vu dans l'épisode 21, car ça concerne directement l'exercice de la citoyenneté. Pour les référendums révocatoires, alors pour moi ça doit être possible pour le président de la République et la commission du test de l'intérêt pour le politique via un référendum d'initiative citoyenne. Par contre, pour le Parlement et le gouvernement, pour les mêmes raisons que j'interdis le référendum abrogatif, en tout cas pour à peu près les mêmes raisons, le Parlement et le gouvernement, pour moi, la révocation par référendum, c'est non. On ne peut pas les révoquer, on ne peut pas les renverser par référendum, c'est pour éviter le mandat impératif au niveau du Parlement et pour limiter l'instabilité au niveau du gouvernement, principalement, mais il n'y a pas que ça. Je vous invite à revoir l'épisode si vous voulez plus de détails, puisque j'ai quand même bien développé. Pour les référendums positifs, législatifs, c'est non, pour les mêmes raisons que j'ai refusé le référendum abrogatif. Le peuple n'a pas le pouvoir législatif, ce n'est pas son rôle, et il y a l'importance du débat. Par contre, je suis pour qu'il y ait une participation des citoyens au processus d'élaboration de la loi via une initiative et des amendements législatifs populaires. Au niveau de la Constitution, donc des référendums constituants, oui, pour les droits fondamentaux, c'est important, et j'en avais parlé dans l'épisode 17 avec la procédure de révision fondamentale. Mais pour les autres révisions, pour moi, ça reste à définir, on le verra plus tard dans la série quand on parlera des révisions constitutionnelles. Mais si oui, uniquement par RICA. Pour les autres référendums, les locaux, oui, c'est plus actif et citoyenne qu'aujourd'hui, donc RICA, et sauf pour certains cas, des RIC possibles pour l'autonomie par exemple, c'est ce qu'on avait vu, que j'étais pas favorable à plus d'autonomie, mais que ça ne me dérangeait pas d'envisager la question, que je pense que c'est une bonne chose, que le peuple puisse décider de plus d'autonomie, donc c'est ce qu'on avait parlé sur la question de la séparation verticale des pouvoirs à l'épisode 11. Aussi, il faudrait prévoir une initiative populaire en plus de celle des élus, c'est cette notion d'initiative citoyenne active ou pas.
les autres référendums qui concernent les questions supranationales. En principe, pour moi, c'est non, car c'est législatif. Sauf quelques exceptions qui peuvent être autorisées si une organisation supranationale à laquelle appartient la France le prévoit. C'est par exemple le cas pour les adhésions d'un État à l'Union européenne. Donc pour qu'il y ait un nouvel État membre à l'Union européenne. Maintenant qu'on a vu dans cet épisode sur quoi, pour quel domaine, il doit y avoir, selon moi, la possibilité de référendum, on va se poser une question qui concerne cette fois le référendum en lui-même, son organisation. Pourquoi un référendum n'aurait que 2 réponses possibles, oui et non? Pourquoi pas permettre un référendum avec 3, 4, 5, 6 choix possibles? Voire même carrément un QCM complet d'une quinzaine de questions avec plein de réponses différentes. Eh bien c'est la question qu'on va se poser, qui est, je trouve, assez intéressante, dans l'épisode 44, dans l'épisode prochain. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cet épisode. Je rappelle, si j'ai oublié certains sujets, certains thèmes, certains domaines ou types de référendum dans cet épisode, n'hésitez pas dans les commentaires et à les débattre aussi sur Discord, sur le Discord de la communauté des Pistos Kratos. Donc merci encore. C'était Elsker, et à bientôt pour l'épisode 44 qui abordera cette question du nombre des réponses possibles au référendum. À la prochaine.